J'aimerais remercier Valérie également pour son invitation en cette journée très froide à Paris. Oui, effectivement, je vais reprendre l'histoire là où on l'avait interrompue. Vous avez déjà vu ce transparent tout à l'heure, car en effet, comme on l'a dit depuis 20 ans, nous utilisons cette nosologie, cette classification de villes franches avec 6 types de SED. À l'époque, déjà, nous savions qu'un certain nombre de défauts identifiés concernaient la structure primaire ou le métabolisme de certains collagènes type 3, type 4. Mais entre-temps, comme vous l'avez vu, bien d'autres variantes de SED ont été décrites, que ce soit sur le plan clinique ou le plan moléculaire. Il était donc urgent de mettre à jour cette classification des syndromes des SED. Il va y avoir dans ce que je vais dire un certain recoupement par rapport à ce que Lara vous a dit au début de la matinée, mais j'aimerais récapituler, faire un petit point récapitulatif. Je pense que vous connaissez tous vous êtes tous au courant de la première réunion internationale qui a eu lieu à Gand en 2012. C'est le professeur De Pape qui d'ailleurs avait pris l'initiative de réunir pour la première fois des spécialistes venus des 4 coins du monde travaillant sur les SED. Je crois que ce fut une réunion très productive, très utile. C'est à partir de ce moment-là, en effet, qu'on a commencé à parler de la constitution d'un consortium international. Beaucoup de personnes se sont dites très intéressées par la création et la mise en place de ce consortium. Le but était en fait de constituer un réseau international de cliniciens, de scientifiques amenés à prendre en charge des personnes touchées par les SED, assurer des relations très étroites avec les groupes de soutien aux patients pour fournir de l'information. Un certain nombre de tâches nous ont paru importantes. Élaborer une nosologie, une classification révisée, trouver de nouveaux critères de diagnostic pour les sous-types connus ou non connus, les nouveaux sous-types, comme Lara l'a dit, commencer un processus d'élaboration de lignes directrices en matière de prise en charge des SED, car il y a vraiment un manque, un déficit de lignes directrices en matière de prise en charge des SED. Autre tâche importante, mettre en place des bases de données et des registres des différents sous-types de SED pour en apprendre davantage sur la présentation clinique, le moléculaire, les phénotypes et permettre également d'orienter une recherche plus internationale. Vous avez déjà vu cette frise chronologique. Nous sommes rencontrés la première fois à Gand en 2012, puis il y a eu quelques réunions à Paris, à Glasgow en 2015. Et c'est à Glasgow que j'ai rencontré Lara pour la première fois, si je ne me trompe, dit Francesca, et nous avons découvert que nous avions en fait les mêmes idées, les mêmes objectifs à l'époque. Je crois que c'est là qu'est née cette initiative, c'est-à-dire la révision de la classification des SED. 4 comités ont été mis sur pied à l'époque, un travaillant sur les sous-types classiques, dirigé par Claire Francomano. Malheureusement, Claire n'a pas pu venir car elle est malade, ce qui est très dommage. Un comité sur l'hypermobilité, Brad Tinkle des États-Unis. Un comité sur le vasculaire, Peter Byers des États-Unis aussi. Et c'est moi qui me suis occupé de tous les autres sous-types, très nombreux d'ailleurs. Outre ces comités, comme Lara l'a dit, nous avons également mis sur pied une série de groupes de travail réunissant des personnes spécialisées dans tel ou tel aspect
des SAID ainsi que des comorbidités. Il s'agissait vraiment de réunir davantage d'informations, de regrouper la littérature, de mettre sur pied un corps de littérature sur tous les aspects des SAID. C'était vraiment la première fois qu'on constatait un tel effort au niveau international pour prendre en compte de manière systématique les SAID. En 2015 et 2016, ces groupes de travail ont passé en revue la littérature médicale sur tous les aspects des SAID. Ils se sont parlé régulièrement par vidéoconférence, par téléphone. Ils se sont rencontrés en face à face pour discuter de leurs constats, de leurs conclusions et de leurs expertises. Le but était de définir des critères de diagnostic pour réviser la classification, commencer à élaborer des lignes directrices en matière de prise en charge et aussi identifier les domaines dans lesquels il conviendrait de faire de la recherche supplémentaire. Puis, un grand symposium a été organisé à New York en 2016, réunissant toutes les personnes ayant travaillé sur cette initiative au cours des 2 années précédentes. 80 personnes que vous voyez ici photographiées. C'est là qu'on a discuté de tous les résultats de ces travaux de recherche. Il y a eu ensuite une série de publications avec la mise à jour de la classification mise à jour publiée dans la revue américaine American Journal of Medical Genetics. Juste pour vous rappeler, faire un petit rappel, si on veut réviser la classification, il faut savoir qu'il y a une série de variantes de SAID qui ont désormais été décrites. Il y a énormément de gènes impliqués. Mais en fait, comment qualifier un syndrome d'Ehlers-Danlos? C'est la raison pour laquelle nous sommes revenus à la description d'origine de la maladie ou des syndromes. Qu'est-ce qu'il faut inclure ou pas dans cette classification? Il s'agit d'un groupe de conditions caractérisées par une fragilité structurelle des tissus conjonctifs. Je crois que cela reste la caractéristique importante des SAID. Une fragilité structurelle des tissus conjonctifs. En général, on a une combinaison d'hypermobilité articulaire, d'extensibilité de la peau, de fragilité des tissus, de contusion, fragilité vasculaire, toutes sortes de faiblesses des tissus conjonctifs mous. Mais comme nous l'avons vu, il y a beaucoup de sous-types se manifestant par d'autres problèmes au niveau du squelette, par exemple. Voilà donc la nouvelle classification telle qu'elle est depuis l'an dernier. Il y a 13 sous-types cliniques. À ce stade, 19 gènes impliqués. Il y a certains de ces gènes qui ont des noms longs et compliqués, mais nous avons aujourd'hui choisi de garder les noms descriptifs. Nous avons longtemps discuté de la question de savoir parler de terminologie, une terminologie numérique ou des noms descriptifs. Si on utilise des noms descriptifs, quels sont les termes qu'on va utiliser? Car pour l'hypermobile, le SAID hypermobile, il y a des gens qui, en SAID hypermobile, ne se pensent pas principalement atteint d'hypermobilité. Donc, nous avons beaucoup réfléchi à la question et finalement, nous avons décidé de garder les noms de Villefranche car ce n'était pas une bonne idée de tout changer, tout bouleverser. Il y a des gens qui utilisent encore le type 1, 2, 3, 4. Rechanger tout cela aurait vraiment créé un certain désordre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de garder la classification clinique avec des noms descriptifs pour essayer de saisir les caractéristiques les plus importantes de chaque sous-type. Dans la publication, il y a également un autre regroupement de sous-types
en fonction des mécanismes pathogènes sous-jacents. En effet, il y a des domaines dans lesquels il serait important de faire beaucoup de recherches, essayer de regrouper tout cela en fonction de la voie concernée. Pour chaque sous-type, comme dans Villefranche, nous avons défini des critères mineurs et majeurs. Qu'est-ce qu'on entend par un critère majeur? Un critère qui est présent dans la grande majorité des patients ou qui permet une différenciation par rapport à d'autres sous-types de SED. Un critère mineur, c'est un critère qui a moins de spécificité diagnostique, mais qui permet quand même le diagnostic. Toutefois, dans la mesure où la maladie est hétérogène, on sait que sur le plan clinique, il y a un important recoupement entre les différents sous-types. Nous pensons, comme Madame Dr Depape a dit, pour la stratification des risques, il est important d'avoir une confirmation moléculaire si possible. Bien sûr, ce n'est pas possible dans le cas de l'hypermobile. J'aimerais simplement souligner également que la microscopie par électron n'est pas un outil qui permet de confirmer ou d'exclure un diagnostic de SED. Il y a bien sûr des sous-types dans lesquels cette microscopie peut vraiment identifier les mécanismes moléculaires et cela peut aider le diagnostic. Mais pour beaucoup de sous-types, surtout le SED hypermobile, cette forme de microscopie n'est pas un outil diagnostique. Je n'ai malheureusement pas le temps de passer en revue tous les critères diagnostiques dans tous les sous-types, pour tous les sous-types, mais je vais rentrer un peu dans le détail des critères de diagnostic du SED hypermobile. Pendant très longtemps, nous avons utilisé, comme vous le savez, d'autres systèmes de classification pour le SED hypermobile. Premièrement, on a eu, comme on l'a dit, les critères de Villefranche, avec un score de Beighton d'au moins 5 sur 9, avec une implication de la peau et quelques critères mineurs. Vous connaissez également la classification de Brighton pour le syndrome d'hypermobilité articulaire. Il fallait là un score de Beighton d'au moins 4 sur 9. Et des douleurs généralisées chroniques. Dans les critères de Brighton, il y a également des manifestations qui concernent les tissus mous, fragilité, stries de la peau, varices, problèmes de cicatrisation, etc. Donc les critères de Villefranche, je dirais, étaient plutôt vagues et ne donnaient pas de critères minimum de diagnostic. On voit également qu'il y a un fort recoupement entre les deux ensembles de critères, à gauche et à droite, mais des différences également. À l'origine, bien sûr, il s'agit de deux conditions sous-diagnostiquées avec une hypermobilité articulaire et des complications connexes. Depuis 20 ans, ces termes ont été utilisés de manière interchangeable, que ce soit au niveau de la recherche ou de la clinique. Et compte tenu de l'utilisation de ces deux ensembles de critères, je dirais que la recherche est un peu floue dans ces deux domaines, compte tenu du manque de précision des définitions. C'est la raison pour laquelle on a revu les critères pour le SED hypermobile. Comme je l'ai dit au début tout à l'heure, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on appelle vraiment un syndrome de l'air dans l'os. Il faut revenir à cette question de la fragilité des tissus conjonctifs et faire de ce marqueur vraiment le principal critère. Il y a 3 critères ici. Premier critère, il
faut avoir une hypermobilité articulaire générale. Pour la première fois, on reconnaît bien sûr que les choses peuvent varier en fonction de l'âge. Pour les enfants, par exemple, les scores sont différents par rapport à ce qu'on a pour les personnes plus âgées. On a également un problème historique d'hypermobilité articulaire. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui deviennent moins hypermobiles avec l'âge. Donc, si le score de Byton est négatif, vous pouvez avoir un questionnaire validé et voir s'il n'y a pas quand même une histoire d'hypermobilité. Et vous voyez ici le fameux questionnaire qui fait partie des critères. Deuxième grand critère pour le SAID hypermobile, qui est probablement le plus difficile. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne répondent pas à ces critères. Vous devez avoir au moins 2 des 3 manifestations suivantes. Premièrement, vous devez avoir des manifestations au niveau de la peau, des tissus conjonctifs et de la face. Je vous montrerai tout à l'heure de quoi il s'agit. Il faut avoir une personne de votre famille qui répond à ces critères de manière indépendante, ou alors vous devez avoir des manifestations musculo-squelettiques, luxation, douleur, etc. Troisième critère, bien sûr, il faut pouvoir exclure d'autres causes possibles, d'autres troubles des tissus conjonctifs ayant pour manifestation une hypermobilité. Je reviens au premier critère. Vous voyez tous les critères dans le critère numéro 1. Il faut avoir au moins 5 de ces sous-critères avant de pouvoir dire que vous répondez au critère numéro 1. Ce sont des signes ici qui indiquent une fragilité des tissus conjonctifs, hypersensibilité, prolapsus, arachnodactylie ou prolapsus de la valve mitrale, pour vous donner quelques exemples. Donc, si vous avez une hypermobilité et si vous avez certains de ces critères, mais si vous ne répondez pas les 3 critères pour le SAID hypermobile, on parle de personnes qui ont des troubles du spectre de l'hypermobilité. Nous pensons vraiment que ici, on a un spectre de troubles. Il y a des personnes qui ont l'hypermobilité articulaire asymptomatique. Il peut y avoir une hypermobilité généralisée avec des formes plus ou moins graves. Et à l'autre extrémité du spectre en question, du spectre des SAID, vous avez des mutations, des conditions monogènes. Et c'est ce qu'on appelle vraiment les SAID hypermobiles. Ceci n'est que le début du processus. Il est probable que nous allons devoir définir au niveau clinique différents sous-groupes et phénotypes au sein de ce spectre pour essayer d'identifier également les défauts génétiques. Il faut voir tous les autres types de SAID hypermobiles qui sont hétérogènes au plan génétique, et au sein du groupe des SAID hypermobilité, des troubles du spectre, il y aura bien des sous-types génétiques différents. Et encore une fois, c'est uniquement en faisant cet exercice de phénotypage clinique, d'études moléculaires, d'études biochimiques, structurelles, que l'on pourra peut-être identifier d'autres gènes concernés. Il y a depuis quelques années une série de manifestations non squelettiques, surtout chez les patients qui ont un SED hypermobile ou un trouble du spectre, mais on commence à voir cela également dans d'autres types de SAID comme le vasculaire ou le classique. Et je reviendrai sur ce point de manière plus détaillée dans la présentation que devait faire Madame Francomano.
Mais comme Lara l'a dit, ce sont des symptômes qui ne sont pas suffisamment spécifiques pour devenir un critère de diagnostic. Et nous ne savons pas quel est le lien de cause à effet avec le SED. Chez un patient qui a un SED ou un trouble du spectre, eh bien, ces symptômes, s'ils sont constatés, doivent faire l'objet de recherches. Il faut poser des questions. Si vous voyez un de ces symptômes, il faut vraiment faire des recherches plus approfondies. J'ai trouvé ici une citation dans Nature qui dit que les descriptions de phénotypes ne capturent pas les manifestations diverses de certaines maladies communes. Il faut pouvoir définir des sous-classes qui permettent de prédire la réponse au traitement. Les descriptions phénotypiques sont en général trop imprécises. Je crois que c'est là un des problèmes liés au SED hypermobile ou à l'hypermobilité. Il faut être beaucoup plus spécifique quand on décrit tous les phénotypes chez les personnes qui souffrent d'hypermobilité. Il faut pour cela passer en revue les composantes du phénotype pour aller au-delà de ce qu'on a en général dans les tableaux médicaux. Il faut que nous soyons plus précis, plus spécifiques. Il faut que nous continuions cet exercice, être très exhaustifs dans nos descriptions cliniques pour lier les anomalies à ce que l'on trouve au niveau moléculaire. Je crois que avec la création de ce consortium international, les choses bougent, les choses vont commencer à bouger. Dans le domaine du SED, dans le monde entier, les gens se parlent, les spécialistes des SED, les patients souffrant de SED se parlent. La communication est de plus en plus importante. Et merci également, grâce aux efforts de Lara, les SED sont vraiment à l'ordre du jour et on en parle de plus en plus. Je crois que c'est très important. Cela va nous aider à avancer et à faire des progrès. Il y a également autre chose concernant ce consortium. Il faut absolument que nous commencions à constituer des bases de données, des registres internationaux pour avoir un groupe plus nombreux de patients que nous puissions étudier de manière systématique au niveau international. Donc effectivement, en septembre prochain, nous allons, comme on l'a dit, organiser la réunion suivante sur les SED, un congrès international. Nous allons réviser les nouveaux critères, surtout ceux concernant le SED hypermobile, voir comment ces critères fonctionnent en matière clinique. On va essayer de rentrer dans le détail de la classification, de la sous-classification dans le cadre des troubles du spectre. Et je suis sûre que les choses vont bouger et peut-être qu'un jour, nous aurons la possibilité de trouver les gènes impliqués, le ou les gènes impliqués. Je pense que la réponse à cette question à $1 million sera très compliquée, mais je crois que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Merci beaucoup.